Voilà. L'empreinte écologique, c'est ce que pèse notre mode de vie sur l'écosystème terrestre. Tout ce que nous consommons, tout ce que nous produisons, tout ce que nous consommons, se traduit par une certaine quantité d'espace terrestre. Il se trouve que la planète est limitée. Elle représente 51 milliards d'hectares. Mais bien sûr, tous ces hectares ne permettent pas de produire du blé, du maïs, du coton ou de tout ce qui va nous servir à produire. Nous avons besoin d'espace pour consommer, pour manger, mais aussi pour nous vêtir. Mais on a aussi besoin d'espace pour recycler nos déchets. Chaque fois que nous brûlons 1 litre de pétrole, il faut 5 mètres carrés annuels de forêt pour recycler le bioxyde que nous avons émis. Bon. Alors, tous les hectares ne sont pas également utiles, ou en termes, les experts disent, bioproductifs. Et avec un certain nombre de calculs assez complexes, on a évalué l'espace bioproductif à 12 milliards d'hectares sur 51, puisque le fond des océans, ça n'est pas très utile pour nous nourrir. Ça peut servir aux soviétiques pour mettre leurs déchets nucléaires, ce qu'ils faisaient autrefois. Les sommets de l'Himalaya, ce n'est pas non plus très utile pour nourrir. Ça sert aux alpinistes pour jeter leurs canettes de bière, mais c'est bon. Et donc, on a 12 milliards d'hectares bioproductifs. Et comme nous sommes 6 milliards et demi, ça laisse environ 1,8 hectare par personne. Alors, 1,8 hectare, c'est la ligne noire, là, qu'on a. C'est donc l'espace bioproductif soutenable. C'est-à-dire que si notre consommation, nos déchets, etc., ne dépasse pas par personne 1,8 hectare, ça va, on peut continuer indéfiniment, la planète ne va pas dans le mur. Bon. Malheureusement, d'ores et déjà, notre consommation, notre empreinte écologique, donc le poids de notre mode de vie, mais tout pays confondu, toute classe, tout continent, etc., c'est déjà au-delà de 2,2 hectares. Ça veut dire que l'humanité dépasse la capacité de régénération de la biosphère de 40%. C'est pas 40%, c'est pas monstrueux, mais c'est quand même. Alors comment c'est possible? C'est possible parce que nous faisons comme le fils prodigue de la Bible. Hein, nous ne nous contentons pas de vivre du revenu, nous vivons sur le patrimoine. Et c'est ainsi qu'en une année, nous brûlons ce que la photosynthèse sur toute la planète produit en 100 000 ans. Il faut environ 100 millions d'années pour fabriquer du pétrole et nous en consommons une belle quantité chaque année. Donc, voilà. Et donc, ça ne peut pas durer indéfiniment, bien sûr. Bon. Mais derrière cette moyenne de 2 hectares, 3, bon, se cachent des différences très importantes qu'on voit sur le tableau, bien qu'il ne soit pas très clair. Vous avez des gros consommateurs. Par exemple, les Émirats arabes unis, dont l'empreinte écologique est environ 10 hectares d'espace bioproductif. C'est-à-dire que si tout le monde vivait comme les gens des Émirats arabes unis, il faudrait 6 planètes minimum. Et puis vous avez les Espagnols, catalans, mais aussi les Basques et les Andalous. Bon, c'est environ 4 hectares et demi, même peut-être un peu plus. C'est-à-dire que si tout le monde vivait comme les Catalans, il faudrait 3 planètes au minimum. Et bon, alors comment c'est possible, puisqu'il n'y a qu'une planète? Alors, non seulement c'est possible, non seulement parce qu'on vit sur le patrimoine, ça on le sait bien, puisque ça ne va pas durer indéfiniment, hein, la fête va bientôt finir, pour paraphraser le titre d'un ouvrage célèbre sur la fin du pétrole. C'est possible parce que, contrairement à l'idée que nos chers collègues propagent, ce ne sont pas les pays du Nord qui aident les pays du Sud, ce sont les pays du Sud qui aident massivement les pays du Nord. Ce qu'on devrait savoir d'ailleurs, parce qu'il suffit de lire les statistiques du Programme des Nations Unies pour le développement, nous apprend que les peuples du Nord, qui représentent environ 20% de la population mondiale, hein, ceux qui ont une voiture, 600 millions à peu près, consomment 86% des ressources naturelles. Bon, donc, grâce à l'assistance technique de nos amis africains, nous pouvons vivre, faire la fête. Hein. C'est ainsi que les Burkinabés, par exemple, les gens du Burkina Faso, consomment moins d'un dixième d'hectare. Hein. Donc,
si tout le monde vivait comme les Burkinabés, la planète pourrait supporter 23 milliards d'habitants. En revanche, si tout le monde vivait comme les Australiens, avec des 4x4, etc., la planète devrait fermer après 600 millions. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà exterminer 9/10 de la population mondiale. Bon, alors, et si on continue sur cette voie, ce n'est pas 3 planètes, 6 planètes à l'échelon de 2050, en raison d'un phénomène bien connu qu'un de mes amis, ancien ministre de l'Environnement du gouvernement italien, Giorgio Ruffolo, appelle le terrorisme des intérêts composés. Terrorisme des intérêts composés. Si on continue à croître, au début, bon, c'est très bien. Si on avait continué à croître, si on croissait avec un taux de 2%, en 2000 ans, le PIB aurait augmenté de plusieurs centaines de millions de milliards de fois. C'est colossal, c'est inimaginable. Ça veut dire qu'une croissance infinie, c'est absurde, évidemment. Et donc, en vertu des intérêts composés, eh bien, à l'échelon 2050, il nous faudrait 30 planètes. Alors là, même si les Burkinabés ne mangent que des sauterelles, on n'y arrivera pas. Donc, ce n'est pas soutenable. Mais surtout, et c'était la leçon d'Ivan Illich, surtout, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable parce que ce système ne nous rend pas heureux, et ne réalise même pas les promesses de bien-être à partir de voilà, ça c'est un petit graphique pour illustrer ça. Ça, c'est fait par un ancien responsable de la Banque mondiale, donc ce n'était pas au départ un décroissant, et puis il a démissionné. Mais ce n'est pas Stiglitz. Stiglitz, tout le monde connaît Stiglitz maintenant, c'est quelqu'un qui a viré sa cutie 20 ans avant Stiglitz, s'appelle Herman Daly, prennent de la drogue pour supporter. D'autres, les Français, par exemple, sont champions pour la consommation de Prozac, des antidépresseurs. Nous consommons plus d'antidépresseurs que tous les autres. Bon. Pourquoi ? Pas parce que bon, on n'est pas bien dans sa peau pour supporter, pour arriver à tenir le coup. Pour tenir le coup, voilà. Après 300 ans de croissance, on a besoin de se droguer pour tenir le coup. Alors, il a eu l'idée, Herman Daly, de... La première courbe, c'est le produit intérieur brut, entre 1950 et 2000. Alors, vous voyez, il est sur une tendance, un trend, comme disent les économistes, un trend continu, régulier à peu près, à travers des petites variations saisonnières de croissance. La deuxième, c'est le même produit par tête, mais avec défalquant ce qu'il appelle les dépenses de réparation. Donc, on répare la machine qui est détraquée par la croissance, et de compensation. Et parce que la croissance transforme la société. Par exemple, bon, il y a beaucoup de choses qu'avant on faisait soi-même. Par exemple, on faisait du yogourt chez soi. Maintenant, on l'achète. C'est pas qu'on n'est pas mieux nourri par le yogourt qu'on achète. Au contraire, il y a des chances qu'on soit plus intoxiqué. Mais on a accru le produit intérieur brut parce qu'on a dépensé plus. Donc ça, c'est le PIB mesurant les produits marchands essentiellement. Tout ce qui est autoproduit diminue avec la croissance. Bon, la croissance est aussi une croissance de la marchandisation du monde. Alors, une fois son calcul, bon, on voit qu'à partir des années 70, eh bien, la tarte, elle continue à grossir, mais le bien-être, lui, ne grossit pas. Donc, on mange de la tarte, mais on est de moins en moins bien nourri. On est même intoxiqué, de plus en plus intoxiqué par la tarte qu'on mange. Et donc, par conséquent, cette tarte qui ne doit plus grossir, puisque, en fait, plus elle grossit à l'heure actuelle, c'est surtout ce qu'on fait grossir, c'est surtout la pollution. Dans les dernières années, en Espagne, c'est bien connu, ce qui a grossi, c'est les constructions immobilières, la cimentification du territoire, l'asphaltisation, etc., mais pas le bien-être. Et surtout, elle ne doit pas grossir. Elle ne doit pas grossir parce que on va droit dans le mur. Alors, comment... Donc, il faut impérativement changer la recette. Et si l'on veut résoudre les problèmes sociaux importants de chômage, de misère, etc., eh bien, il faut partager la tarte autrement. Et bien que Barack Obama ne soit pas un partisan de la décroissance, néanmoins, il a tout de même, ça m'a fait quand même plaisir de voir qu'il a engagé une voie qui, depuis 30 ans, tous les dirigeants du monde avaient tourné le dos à cette voie, commençait à remettre en question le partage de la tarte, en limitant les hauts salaires et en disant il faut faire payer un peu plus les riches qui s'étaient
s'était mis plein les poches pendant les 30 dernières années en particulier.